And who am I? That's not a secret I'll never tell. Ah si, je vais le dire. Ici, t'es sur Laughing Chronicle, un podcast créé par moi-même, Gwen, qui sera au final ton petit guide à travers ces écoutes. J'espère que ce voyage sonore te plaira, car ici, il n'y a pas de tabou, pas de guet-trip et surtout, énormément de bienveillance. Je te souhaite une bonne écoute. Salut à toi, salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Laughing Chronicle. Comment ils vont? Au titre que vous avez vu, on va pas parler jeux vidéo aujourd'hui, même si j'aurais beaucoup aimé avoir besoin juste d'un pour pouvoir combattre le burn-out. Déjà, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut prendre 5 minutes, ah non 5 minutes c'est long, 1 minute pour apprécier le fait que nous sommes à la saison 2 de Laughing Chronicle. Ça, c'était un petit challenge que je m'étais donné à moi-même de dire quand je sens qu'il y a vraiment une amélioration significative au niveau de mes symptômes en général, on passerait à la saison 2 qui correspond aussi au « ça y est, je viens d'arriver à ce moment-là et là, c'est que de la guérison ». Bien sûr, je pense qu'il y aura encore des coups durs, je pense qu'il y aura encore du stress, plein de choses qu'un humain normal est censé vivre, mais à l'échelle d'un humain normal. Alors le titre, j'ai quitté le mode survie. Ce podcast, il va parler justement de cet effet que l'on ressent quand justement le cerveau a quitté le mode survie. Pour ça, je pense qu'il va nous falloir un petit retour en arrière. Et revenir aux bases. Je sais qu'on en a déjà parlé dans un épisode. Healing the Boo-Boo Inside You. Et après, globalement, on en a parlé dans à peu près tous les épisodes, je pense. Mais la problématique dans chaque épisode, c'est que je rentrais jamais vraiment trop dans le détail. Quand on nous parle de burn-out, quand on nous parle de dépression, évidemment, il y a tous les tabous associés, même si je note quand même une évolution de la façon de penser vis-à-vis de toutes ces idées reçues en fait sur cette maladie, parce que ce sont des maladies. Et du coup, on va revenir aux bases et expliquer autant physiquement qu'au niveau psychique à quel point le burn-out peut atteindre une personne. Déjà, la première chose, je vais vous soumettre plusieurs phrases qui ont été dites par des internautes et vous devrez me dire quelle est la leçon à retenir de ces phrases. On commence. Tout sauf Thibaut InShape, les antidépresseurs et régulateurs d'humeur adaptés et un suivi avec un psychologue clinicien, une spécialité en thérapie cognitive comportementale. Les deux ensemble donnent des résultats plus pertinents grâce à des milliers d'études scientifiques. Admettre que j'étais dépressif. Pas de recette miracle, mais voici mes essentiels. La thérapie, le développement personnel, les antidépresseurs, me fixer des objectifs atteignables et stimulants, me faire plaisir, appeler régulièrement mes amis, me mettre en arrêt maladie, le sport et un bon suivi médical. Après cela, j'ai pu recommencer à m'occuper des miens, voir ma psy, mes potes et le sport. Je vous le donne dans le mille, ce sont des phrases dites par des internautes sous un post sur Thread nommé « Quel a été votre moyen de sortir de la dépression ?» C'est beaucoup de phrases assez intéressantes, mais ce qu'on relève surtout de ces phrases-là, c'est que ça reste en fait des choses sur lesquelles les gens s'appuient par rapport à leurs expériences. Et du coup, dans ce podcast, c'est ce que j'essaye aussi de vous transmettre et d'avoir cet effet un peu de petit guide personnel pour vous aider un peu dans votre cheminement. Et on revient aux bases des bases. Et là, je vais commencer à citer des sources sur lesquelles je me suis appuyée parce que oui, certes, actuellement, au niveau mental, je ne suis pas au top, mais je passe énormément de temps à lire des recherches médicales et scientifiques, donc là, qui ont été prouvées. Il y a eu des tests en clinique, il y a eu des choses qui ont été faites. C'est des recherches, des tests qui ont été validés. Et vraiment, c'est scientifique, on peut réellement s'appuyer dessus, c'est une réalité. La première source que je peux vous donner, c'est le site Vaincre le Burnout. Bon, ça reste un site où normalement vous pouvez faire appel à un coach pour vous aider à vaincre le burn-out. Nous, ce qui nous intéresse en fait, c'est plus les sources sur lesquelles se sont appuyées les personnes pour rédiger leur article. Et souvent, les sources, pour en avoir cherché quelques-unes, on va avoir... Veuillez d'avance excuser mon anglicisme, mais malheureusement, il semblerait qu'outre-Atlantique, on soit peut-être plus avancé sur la santé mentale que chez nous en France. Donc, ça va être énormément de sources plutôt américaines, donc anglophones. La première source qu'on a, c'est Burnout, The Secret to Unlocking the Stress Cycle. Donc ça, c'est un livre qui explique en détail le cycle du stress et comment le corps réagit lorsqu'il sort du mode survie.
Donc ça, c'est un truc sur lequel je me suis basée pour un peu comprendre justement la situation dans laquelle je me trouve actuellement. Ensuite, on a l'APA, American Psychological Association. Donc il y a des articles et des ressources sur le stress, le burn-out et la récupération. Donc il faut chercher APA Burnout. La clinique de Mayo, elle fournit des informations détaillées sur le burn-out, les symptômes, les causes et les traitements. Et du coup, il faut aller sur le site et aller chercher dans Burnout Symptoms and Treatment. Ensuite, on a la WHO, World Health Organization, l'OMS chez nous, l'Organisation mondiale de la santé, qui a reconnu le burn-out comme un phénomène lié au travail et propose des ressources sur sa gestion. Et du coup, il y a un article hyper intéressant de recherche qui s'appelle Burnout, an Occupational Phenomenon. Parce que du coup, oui, on dit souvent que le burn-out est un mal de notre siècle, c'est qu'il y a une bonne raison derrière, les gars, on n'est pas juste des fragiles. Et ensuite, en publication scientifique, il va y avoir PubMed, donc ça, c'est vraiment une bibliothèque de recherche scientifique et d'articles liés à des recherches qui ont été faites au niveau scientifique. Et du coup, elle publie des bases de données académiques qui explorent les mécanismes du burn-out et la fatigue post-récupération. L'idée, c'est d'aller chercher PubMed, Burnout and Recovery. Et du coup, on rentre totalement dans le sujet de « j'ai quitté le mode survie ». C'est qu'en fait, cette fatigue, elle est liée au moment où le cerveau sort du mode survie, commence son cheminement sur la guérison. Donc comme je l'ai dit, on va revenir aux bases et justement expliquer quels effets le burn-out a exactement sur le cerveau, parce que le burn-out, il fatigue pas juste en fait. Sur le cerveau et au niveau physique, il y a des réelles choses qui sont visibles en faisant des examens. On va déjà commencer par exposer les 6 facteurs de risque. L'INSEE, en accord avec les travaux de Christina Maslach et Michael Leiter, j'espère que je prononce bien, ils ont répertorié 6 facteurs de risque. L'intensité et l'organisation du travail, donc là on a la surcharge, les missions imprécises, les objectifs irréalistes, les demandes paradoxales, genre ton chef qui te dit de faire un truc mais il te donne pas plus d'infos. Quand tu lui rends le projet, il te dit que c'est de la merde parce que forcément t'avais pas les infos. Autonomie insuffisante et faible marge de manœuvre. Là on rentre dans le cas où justement t'as un poste censé être à responsabilité mais t'as toujours un mec qui tourne derrière toi pour savoir si tu fais les choses bien. Autant ne pas te donner ce poste-là et te laisser tranquille finalement. L'insécurité de l'emploi, ça c'est malheureux mais c'est réel, c'est le fait de pas savoir où tu vas, de pas savoir où t'en es et dans ton emploi justement de dire à tout moment tu peux te faire licencier pour X ou Y raison, soit parce que ton patron il est un peu fébrile et qu'il sait pas trop où il va, soit justement parce que t'as des collègues un peu pourris. Exigence émotionnelle importante, confrontation à la souffrance morale ou physique, à la misère et à la mort. Ça peut être vu justement dans des cas de métier où tu es confronté justement à la souffrance humaine et que peut-être à la base, c'est trop à supporter pour toi. Relations dans le travail, conflits interpersonnels, manque de soutien et de reconnaissance, absence de récompense, management délétère, manque d'équité par inégalité de salaire, de promotion ou de charge du travail. Exemple typique, ta collègue Corinne a eu une augmentation parce qu'elle est allée voir le patron, mais pour avoir son augmentation, elle a mis en parallèle ton travail et le sien. Corinne, elle a l'habitude de rester un peu plus tard parce qu'elle a que ça à foutre. Toi, tu as accepté que tu avais une vie. Corinne t'a écrasé, elle a eu une promotion et toi, on te voit comme une merde. Merci Corinne. Conflit de valeurs entre l'éthique personnelle et les exigences de l'emploi. Là, clairement, mec, si t'es écolo et que tu bosses chez Total, ça va être vraiment compliqué de t'aligner par rapport aux valeurs de Total. Conséquences et symptômes. Le burn-out, il cause des lésions et des dysfonctionnements à tous les niveaux de l'organisme. Donc là encore, on rentre dans le vif du sujet. On ne parle pas simplement de dégâts psychiques et moraux, mais aussi physiques, parce qu'il y a de réels dégâts physiques. Au niveau des métabolismes, ils sont tous susceptibles d'être impactés. La dopamine, le cortisol, l'adrénaline, la noradrénaline, l'endorphine, la sérotonine, la mélatonine et l'acétylcholine. C'est beaucoup de noms en ligne pour dire qu'en fait, toutes ces petites molécules à la base, c'est vraiment ce qui t'aide à faire que ton corps en entier fonctionne comme il faut, il est carré, tu peux te lever et faire ce que tu as à faire sans problème. Et quand c'est déréglé, forcément, tout part en couille et là, t'es plus capable de rien faire. Ça confère à l'organisme une réduction des capacités d'adaptation et de régulation. Donc, ce que j'expliquais plus tôt, où en fait, c'est le bordel total. Il y a vraiment des petits mecs qui courent dans ta tête, ils sont en panique, ils savent plus où aller parce que les molécules ne sont plus sécrétées comme il faut, ne se fixent plus comme il faut et c'est le bazar. Au niveau neuronal, on observe une régression des arborisations dendridiques, une perte de connexion interneuronale et un déficit de la neurogénèse de l'hippocampe. Énormément de mots scientifiques pour dire que justement au niveau neuronal, les connexions ne se font plus. J'ai un gros souci depuis que mon burn-out a été diagnostiqué, même un peu avant, ce qui a fait du coup créer cette angoisse qui m'étouffait jour après jour, c'est qu'en fait, du jour au lendemain, tu deviens incapable de faire des choses que tu arrivais à faire très bien avant. Moi, par exemple, je sais qu'une des choses qui était le plus cool pour moi, c'est que j'ai une très bonne mémoire, une très bonne capacité d'adaptation et une très bonne réactivité. Et quand du jour au lendemain, tu n'es plus capable de te rappeler où est-ce que tu as mis tes lunettes, de pouvoir rattraper quelque chose qui est en train de tomber,
et du coup te renverser une casserole d'eau chaude bouillante sur le pied et te brûler au 3e degré, ou encore ne plus être capable de réfléchir correctement à quelque chose d'aussi banal que qu'est-ce que je veux manger demain, c'est que là, au niveau neuronal, il y a une connexion qui se fait plus et ça devient difficile. Au niveau organique, tous les appareils peuvent souffrir. Donc là, on a le cœur, les artères, les glandes endocrines, tout. Tout peut vraiment... on a des gens, par exemple, avec un burn-out qui ont eu un pic de cholestérol qui a bouché une artère. C'est possible, ça arrive. Et après, tout un tas de problèmes. Des gens qui du jour au lendemain, sans antécédent, développent de l'hypertension, de la tachycardie, tout un tas de symptômes qui n'existaient pas avant et qui n'avaient pas forcément d'antécédents. Et au niveau des structures cérébrales, c'est là où ça va nous intéresser le plus. Le burn-out, il crée des lésions dans les 3 secteurs impliqués dans la gestion de l'humeur, des émotions et des fonctions exécutives: l'amygdale, l'hippocampe et le cortex préfrontal. Cela explique les signes cliniques du burn-out qui diffèrent selon la structure altérée. Donc moi, en l'occurrence, on ne sait pas quelle structure est exactement altérée, mais on a quand même énormément de tendance à se pencher sur l'amygdale, parce que du coup, c'est un peu elle aussi qui régule tout ce qui est humeur, stress, etc. Et en fait, il faut savoir, et là, c'est hyper important, et ça va, je pense, peut-être casser des idées reçues pour des gens qui en auraient eu encore en écoutant ce podcast. Les lésions au niveau des structures cérébrales sont visibles à l'IRM. C'est-à-dire que vous passez un IRM en étant atteint d'un burn-out, les lésions vont être visibles à l'IRM, au même titre que si vous aviez une tumeur ou que vous aviez un anévrisme, par exemple. Après, il y a aussi le mécanisme intime, des dégâts cérébraux induits par le stress chronique. Donc, tout ce qui se passe au niveau structure cérébrale, ça a été découvert en 2017 par 25 chercheurs, roulement de tambour, canadiens et américains, comme je vous le dis encore une fois, outre-Atlantique, les gens sont beaucoup plus avancés que nous sur la question. Ils ont montré que le stress social chronique réduit l'étanchéité de la barrière hémato-encéphalique. Dit grossièrement, en fait, c'est la barrière qui, comme la couche d'ozone protège la planète, et du coup, nous, on a cette petite barrière dans le cerveau qui protège en fait notre cerveau, notre matière grise, de se faire attaquer par tout un tas de petites saloperies qui peuvent rentrer dans l'organisme. Et ça réduit l'étanchéité du coup de cette barrière. Et du coup, vu que cette barrière, elle est rendue plus perméable, sous-entendu, il y a des petits trous qui peuvent se former, ça laisse passer tous les contaminants qui vont se déposer dans le cerveau et vont créer un état inflammatoire neurotoxique qui agresse et détruit les structures cérébrales. En l'occurrence, ce que mon médecin essayait de m'expliquer et que j'ai essayé d'expliquer dans un épisode précédent, en donnant cette espèce de schéma d'araignée qui mangeait mon cerveau, en fait, c'est réellement ça. Il y a des lésions au niveau du cerveau et des neurotoxines qui ont agressé et détruit mes structures cérébrales. Vouloir guérir ne suffit pas. Ça, c'est hyper important à savoir parce que le burn-out, c'est pas qu'une réponse biologique et émotionnelle au stress chronique. Ça provoque vraiment des lésions organiques. Et aujourd'hui, encore une fois, c'est une base. Et c'est une base qui a été étudiée sur plusieurs personnes, mais ça ne veut pas dire que c'est propre à chaque individu. On estime qu'il faut 6 à 24 mois pour réparer un cerveau. Moi, ce qui s'est passé, comme je l'ai déjà dit aussi, dans un premier temps, ça a été d'essayer justement de voir si changer d'environnement, pallier en fait aussi possibilité, aussi cause du burn-out, c'était possible. Donc on les a repris une par une, on a essayé de pallier, ça n'a pas fonctionné. Et du coup, on passe au niveau supérieur, et le niveau supérieur, ça a été la mise en place d'antidépresseurs. Et comme je l'avais dit aussi plus tôt dans un autre podcast, mes antidépresseurs, à moi, ils servent à recapturer la sérotonine, l'hormone du bonheur. Donc là, je vous réfère directement au podcast dans lequel j'en ai parlé. Les antidépresseurs, c'est des médicaments. Il y a aussi les anxiolytiques que je prends si j'en ai besoin. Pour le coup, c'est quand même assez rare et dans des périodes de gros stress pour vraiment m'alléger la tête, quoi. Et en fait, tous ces médicaments-là vont servir justement à apaiser le corps pour que le cerveau, lui, puisse vraiment guérir de ses lésions. Parce que oui, les lésions, elles ne sont pas irréversibles. On garde des séquelles d'un burn-out, mais là, on parle vraiment de séquelles plus morales et psychiques. L'écologiste qui est parti de chez Total à cause de son burn-out va jamais retourner chez Total alors qu'il sait que ça ne va plus en accord avec ses valeurs. Et moi, du coup, je sais aujourd'hui ce que je veux plus dans le monde du travail. Je sais que je ne vais pas retourner dans quelque chose qui potentiellement me rendrait malade. Au-delà des séquelles qu'on peut garder justement au niveau plus moral et psychique, au niveau physique, il y a très peu de chances. Si on a bien suivi un protocole de guérison stable et cadré, normalement les séquelles, il n'y en a pas. Ou très peu. Et comme je vous dis, ce sera surtout des conséquences en fait au niveau psychique et moral qui feront que vous aurez besoin d'être dans un environnement complètement différent de ce qui vous a rendu malade. Mais ça, encore une fois, c'est logique si on le rapporte à quelque chose de basique. Le jour où vous avez marché sur des Legos sans faire exprès et que vous vous êtes entaillé le pied, vous n'allez pas remettre des Legos par terre pour le délire de remarcher dessus et vous entailler le pied une deuxième fois.
Alors du coup, revenons à nos moutons, parce que là déjà j'ai parlé énormément et je suis sûre qu'il y en a déjà la moitié qui se sont barrés tellement ça doit être relou pour eux à écouter, mais c'est important aussi que les recherches que je fais à mon niveau servent aussi à faire comprendre aux gens quels sont exactement les enjeux justement de ces maladies-là et de ces maladies dont je suis atteinte finalement. Pourquoi le titre? J'ai quitté le mode survie parce qu'en fait, il y a quelques jours, après, une grosse crise de nerfs où j'ai vraiment pleuré, ça allait pas et cetera. J'ai l'impression d'avoir coupé le dernier lien avec ce qui me rendait malade et en fait, je me suis mis à dormir énormément, sachant que j'ai pas la sensation non plus de manquer vraiment de sommeil, étant donné que depuis quelques mois, j'ai retrouvé une stabilité et surtout un sommeil profond que je n'avais pas eu depuis, je pense, presque une dizaine d'années. Je dors correctement, 8 heures, 8 heures et demie par nuit, ce qui est au final le minimum requis conseillé par mon médecin pour justement récupérer correctement. Et en fait, je me suis rendu compte que le week-end dernier, j'avais dormi au moins 25 heures. Et je rigole même pas quand je dis ça. J'ai fait 2 nuits de 11 heures et une sieste de 2-3 heures. Et ça m'arrive jamais. Et je me sentais épuisée. Donc au début, j'ai un peu badé parce que je me suis dit super, je suis malade, ça va être génial. Non, pas du tout. En fait, mon cerveau est en train de quitter le mode survie. Le mode survie, c'est un état dans lequel le cerveau se conditionne quand il est trop sujet au stress. Quand en fait on est sujet au stress et qu'on est justement mis face au stress sur une trop longue durée et d'une façon trop importante, en fait on a un taux d'une molécule appelée le cortisol qui se sécrète et en fait fait tenir le corps sous adrénaline. Et c'est ce qui fait que justement vous pouvez dormir autant que vous voulez, vous serez jamais complètement reposé parce que en fait cette molécule elle fait que votre corps il est toujours maintenu en mode survie. Donc ça provoque, moi dans mon cas c'était le fait que j'arrivais jamais à dormir de façon profonde, donc à jamais réellement me reposer parce qu'il y a différentes phases dans le sommeil. Si vous atteignez pas la phase profonde du sommeil, il y a très peu de chances que du coup votre corps puisse vraiment être reposé. Donc dans un premier temps, il y a eu justement ça et le fait aussi que je me sente plus légère. Ça c'est vraiment quelque chose qui m'a frappée, c'est que je me sens plus légère. Je me sens pas sûre de moi parce qu'au niveau de la confiance, je pense qu'il y a encore beaucoup de taf à faire, mais je me sens en adéquation avec ce que je suis et où je vais. Après, parce que je suis bien soutenue, je suis bien entourée, et encore une fois, on en a beaucoup parlé dans plusieurs podcasts aussi de l'importance de l'entourage, mais c'est hyper important pour que vraiment, s'il faut à chaque podcast, je le rappelle, entourez-vous bien. Et quitter le mode survie, ça a justement fait que j'arrive à prendre du recul par rapport à ces pathologies et reprendre une vie, on va dire, assez normale. Ça, la clinique Mayo et le WHO, donc l'OMS, eux, ils ont fait des recherches là-dessus et c'est une chose véridique et assez significative aussi. En fait, on appelle ça la fatigue post-burnout. Donc, de là à dire que j'en suis sortie, je pense qu'on en est loin et c'est pas du tout à moi de statuer là-dessus, mais plus aux praticiens de santé, donc professionnels de santé qui me suivent. Mais il y a des similitudes avec les recherches et là où moi j'en suis qui font penser que potentiellement j'aurais quitté ce mode survie et que là on commence vraiment la vraie guérison. C'est-à-dire que là après, je dirais pas que c'est que du bonus, mais j'ai eu l'impression pendant des mois de monter un escalier infini avec des marches 10 fois trop grandes. Et là, plus je monte, plus les marches sont à ma hauteur et plus je peux les gravir, pas sans effort, mais en tout cas beaucoup plus facilement. Voilà, c'était un podcast très scientifique, très recherche, très je vous prends la tête et je vous baratine, mais je vous jure que c'est important à savoir, toujours dans la sensibilisation de la santé mentale. En fait, c'est quelque chose d'important et je suis très fière aujourd'hui de faire ce podcast. C'est que de toutes les recherches que je faisais au début sur les réseaux et sur Internet, en fait, en général, à chaque fois, je cherchais des témoignages de personnes. C'est pour ça qu'Afterlife a commencé dans un premier temps, c'était apporter des témoignages, mais moi, j'avais envie que les témoignages se terminent par « je m'en suis sortie » ou en tout cas je vais m'en sortir. Parce que si vous regardez les témoignages, que ce soit en ligne ou ailleurs, on vous parle toujours d'à quel point les gens ils en ont chié à s'en sortir, d'à quel point les gens ils ont galéré à aller mieux, etc. Mais vous voyez jamais de j'en suis sortie les gars, regardez ça va mieux. Et voilà, ça c'est quelque chose qui me frustrait énormément, surtout quand on est atteint d'une pathologie qui est hyper déjà compliquée à se faire diagnostiquer et surtout à se faire soigner, en France en tout cas. Pas d'avoir que des témoignages de personnes qui vous disent « Ah putain, j'ai souffert de ce truc, c'était chiant, et voilà ». Mais non, moi j'ai besoin de savoir comment tu t'es senti quand t'as senti que ça allait mieux,
où est-ce que tu es allé, comment tu as fait, quelles solutions tu t'es apporté à toi-même pour aller de l'avant, pour avancer, etc. Et là, justement, Laughing Soul Chronicle, l'idée, c'est vraiment tous les jeudis de vous apporter petit à petit, au fur et à mesure de mon parcours, ces petites solutions en espérant qu'elles aideront un maximum de monde et surtout à faire comprendre que vous n'êtes pas seul. Et vu que le podcast, c'est aujourd'hui quelque chose que les gens, ils aiment beaucoup, que ce soit écouter en voiture, écouter chez soi en faisant autre chose, en faisant le ménage ou n'importe quoi. Vraiment, je voulais que Laughing Soul Chronicle prenne cette tournure de « d'accord, je vous raconte ma vie, moi, ça me fait plaisir de parler avec vous, mais il faut quand même qu'il y ait un fil conducteur là-dedans. C'est tout simplement le parcours médical et personnel d'une personne atteinte de 2 pathologies compliquées à combattre aujourd'hui, même en 2024. J'espère que ce podcast vous aura plu. Je vous remercie encore pour l'intérêt que vous donnez à Laughing Soul Chronicle. Vous êtes 300 à écouter. Je ne sais pas si je vais le redire à chaque fois, mais moi, ce nombre, je trouve ça incroyable, c'est énorme. Merci beaucoup. Merci beaucoup de prendre autant de temps pour écouter mes épisodes, pour les noter, car c'est possible de les noter, de commenter, de s'abonner aussi à Laughing Soul Chronicle pour ne pas rater les épisodes. Encore une fois, je le rappelle, c'est tous les jeudis. Je vous remercie beaucoup, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.